Merci d'être ici à cette heure matinale. Moi, je suis Piercarlo Bonifacio du laboratoire Galaxie Étoile Physique et Instrumentation de l'Observatoire de Paris. Je voudrais partager avec vous le sujet de première étoile qui constitue le cœur de métier de mon travail scientifique. D'abord, comme vous comprenez, je ne suis pas francophone, donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est sûrement ma faute, donc n'hésitez pas à m'arrêter et me demander d'expliquer ce que je veux dire. Donc, alors il faut encadrer notre image de l'histoire de l'univers. Donc, on accepte qu'il y a eu un temps initial où l'univers était très chaud et dense. Et à un moment donné, vous avez entendu que les électrons et les protons se sont recombinés. Nous avons l'image de cet instant par les fonds micro-ondes. Après, il y a eu des âges sombres, donc pas de lumière, pas de produits dans l'univers. Il y a évidemment les photons de fonds micro-ondes qui voyagent, qui font leur trajet. Et à un moment donné, on a la formation de premières étoiles. Alors, comment ça s'est passé? Quels sont les processus physiques qui ont conduit? Quelles sont les caractéristiques de ces premières étoiles? Et surtout, quel est le rôle de ces premières étoiles dans la réionisation de l'univers? Parce qu'ici, l'univers était complètement neutre. Une fois qu'après la recombination, à l'instant de la formation de cette image-là, que vous connaissez déjà, c'est les fonds micro-ondes observés par Planck, l'univers devient complètement neutre. Alors, avant d'aborder ça, je vais très rapidement faire un peu un excursus sur les propriétés des étoiles en général, afin qu'on puisse comprendre mieux ce qui se passe. Alors, dans cette cadre général, on comprend très bien qu'à l'époque du Big Bang, quand la température était à peu près 10 milliards de degrés, 10-12 milliards de degrés, on pouvait faire de la nucléosynthèse. Donc les protons pouvaient fusionner et former des atomes plus lourds, notamment de l'hélium, surtout de l'hélium, mais aussi des traces de lithium. Alors, ce processus s'est arrêté parce que l'univers était en expansion, donc la température est tombée, donc on a eu plus de possibilités de faire réaction nucléaire. Il faut comprendre que pour faire une réaction nucléaire fusionnaire du noyau atomique, il faut assez d'énergie pour faire tunnel au-dessus de la barrière coulombienne, parce que la force électrostatique repousse les deux noyaux. Donc, finalement, il y a ces problèmes-là, et on se demande, à un moment donné, on sait qu'on a été obligé à former des étoiles à partir de cette matière. Après, les étoiles sont des usines pour fabriquer des éléments. À l'intérieur, ils ont un réacteur nucléaire très puissant, et donc ils vont former tous les autres éléments, notamment le carbone, l'azote, l'oxygène, etc. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une différence entre la première génération d'étoiles et la deuxième génération d'étoiles, où ici, il n'y a pas des éléments lourds, il y a seulement de l'hélium, et ici, il y a plus ou moins tout ce que nous voyons aujourd'hui sur Terre. Voilà. Donc, je commence une étoile, et de mon point de vue, c'est seulement une boule gazeuse d'une grande dimension et à forte densité par rapport à l'univers. Soyons clairs, la densité moyenne du Soleil est à peu près 1 gramme centimètre cube, donc c'est comme l'eau. Ce n'est pas très dense par rapport aux rochers, aux choses que nous sommes habitués en Terre. La chose importante est que pendant la majeure partie de sa vie, l'étoile est en équilibre hydrostatique. La température dans la région centrale est très élevée, et comme je l'ai dit, il y a un réacteur nucléaire qui brûle au centre de l'étoile. Et évidemment, l'énergie que l'étoile rayonne vient
in fine de réactions nucléaires qui se déroulent au noyau. Voilà. Donc, si vous faites une image comme ça, vous apercevez, c'est une belle image, et vous voyez déjà, on a observé les pôles sud, et donc il y a tous les, pendant plusieurs heures, et vous pouvez voir les petits cercles qui sont faits par chaque étoile autour du pôle, qui est quelque part ici, et vous voyez sur cette image qu'il y a des étoiles de couleurs différentes. Il y a des étoiles plus jaunes, plus bleues, etc. Qu'est-ce que signifie la différence des couleurs entre les différentes étoiles? Bon, grosso modo, la différence des couleurs peut être comprise comme une différence des températures de l'étoile. Plus les étoiles sont chaudes et plus sont bleues, les étoiles froides sont rouges. Okay? Et on s'aperçoit que les spectres d'émission des étoiles, c'est finalement pas trop différent du corps noir. Alors, comme je fais observer le spectre, je prends la lumière blanche, je la fais passer par un moyen disperseur, ça peut s'agir d'un prisme par exemple, et je mesure l'intensité de la lumière dans les différentes longueurs d'onde. Et voilà, quelque chose que vous connaissez très bien, c'est une courbe qui, pour le corps noir, c'est la courbe de Planck, en fonction de la longueur d'onde. Alors, si je fais cet exercice pour le Soleil, je ne vois pas seulement ce type de courbe continue, mais je vois aussi un certain nombre de raies sombres, des raies d'absorption dans le spectre du Soleil. Alors, les corps noirs, juste pour vous rappeler, la chose intéressante est que le produit de la longueur d'onde du maximum du Planckien pour la température du corps noir est inconstante. Ça veut dire que de plus en plus que l'étoile est froide, de plus en plus les longueurs d'onde maximale doit être courte, donc longue. Donc, on va progressivement vers les rouges. Et puis, le flux, l'énergie totale, le flux d'énergie totale de l'étoile, du corps noir, est proportionnel à la température à la puissance 4. Ça me donne aussi la possibilité de définir ce que je entends comme la température des étoiles. Une étoile n'est pas encore en équilibre, donc en principe, ce n'est pas possible de parler d'une température de l'étoile. La température varie au fur et à mesure dans les différentes couches de l'étoile. Ceci dit, je peux définir une température globale qu'on appelle température efficace ou effective temperature en anglais, qui est simplement la température du corps noir qui a le même flux de l'étoile. OK. Et après, donc, j'ai attiré votre attention sur ces raies d'absorption qu'on voit dans le Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui est le seul porteur de cette caractéristique. N'importe quelle étoile a ces raies d'absorption. Et donc, ces raies sont dues à l'absorption d'une certaine transition atomique d'un certain atome. Par exemple, on s'aperçoit que ces raies-là, les HK, sont dues au calcium ionisé. Et donc, à partir de ce spectre de raies d'absorption, on peut faire une classification spectrale. On peut classer les étoiles selon la caractéristique, selon la force des étoiles d'absorption. Certaines raies très fortes, on s'aperçoit qu'elles sont dues à l'hydrogène. Par exemple, ici, c'est H-bêta, H-alpha. H-alpha, notamment, c'est la transition quand l'électron qui est dans le deuxième niveau quantique principal saute au troisième niveau quantique principal. Okay? Ça, c'est la série de Balmer. Bon, OK. Donc, on a introduit le concept de la température de l'étoile. On a défini qu'est-ce que c'est la luminosité de l'étoile, donc c'est la totalité de l'énergie qui est transmise par l'étoile. Donc on peut se poser la question, est-ce que
qu'est-ce qui se passe si je fais un diagramme entre la luminosité et la température des étoiles? Est-ce qu'on va trouver des étoiles dans tout cet espace du diagramme, ou il y a de lieux préférés où on va trouver les étoiles? Et effectivement, c'est ça qui s'avère. La majorité des étoiles sont sur une séquence relativement étroite, qu'on appelle la séquence principale. Et c'est ici que les étoiles passent la majorité de leur vie. Après, il y a quelques étoiles qui sont beaucoup plus lumineuses des étoiles normales. Et après, il y a aussi des étoiles qui sont sous-lumineuses. Ces deux types de classes d'étoiles, grosso modo, correspondent, on va voir tout de suite, à des différents étages évolutifs des étoiles. Au cours de sa vie, une étoile commence sa vie sur la séquence principale, après en évolution comme géant, et puis finalement, dépendant de sa masse, s'il s'agit d'une étoile de la masse du Soleil, par exemple, il terminera sa vie comme naine blanche, très peu lumineuse, très dense. Voilà. Alors, un petit rappel, l'effet qu'il y a cette variation énorme de luminosité à une température donnée, je reviens en arrière, vous regardez ici, il y a, s'ils sont sur la même position sur la température, ces deux étoiles ont la même température. Mais cette étoile-là est beaucoup plus lumineuse. Ça signifie que le rayon est beaucoup plus grand. Donc, effectivement, les étoiles géantes peuvent avoir des rayons jusqu'à 1000 fois les rayons du Soleil. Faisons un exemple, une étoile du ciel qu'on peut voir à œil nu, c'est Betelgeuse. C'est un géant rouge, très froid, 3400 degrés, par rapport au Soleil, que c'est 5700 degrés. Donc, c'est une différence de 3000 degrés. Et finalement, on s'aperçoit, on fait un peu d'algèbre élémentaire, que les rayons de Betelgeuse, c'est 600 fois les rayons du Soleil. Voilà. Donc, si je reviens au diagramme couleur, luminosité, température, ce diagramme, normalement, est présenté sous forme logarithme-logarithme. Et donc, vous voyez qu'il y a des lignes droites qui correspondent à un rayon constant. Et voilà que les grands rayons interceptent la position des géants, et ici, j'ai les naines. Okay? Bon, je dis qu'il s'agit d'une histoire évolutive. Alors, comme exemple, je vous apporte l'histoire d'évolution dans les diagrammes luminosité-température d'une étoile d'une masse solaire. Donc, bon, on commence quelque part ici, très froide, etc. C'est avant la séquence principale, quand dans la phase de formation de l'étoile. On va revenir sur ce concept-là. À un moment donné, on arrive ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, la température au noyau, au centre de l'étoile, est suffisante pour déclencher la réaction nucléaire qui brûle l'hydrogène. Et donc l'étoile, comme le Soleil aujourd'hui, est dans une situation d'équilibre et a son bon réacteur nucléaire qui soutient les poids. S'il n'y avait pas cette source d'énergie au centre de l'étoile, l'effondrement gravitationnel, la force gravitationnelle tendra à faire contracter ultérieurement l'étoile. Mais, comme vous voyez, quand l'étoile est formée, la luminosité baisse et les rayons aussi deviennent plus petits. Mais au moment que l'effondrement est contrasté par la force, par l'énergie émise par les réactions nucléaires, ça s'arrête. Et la majorité de la vie de l'étoile, comme le Soleil, se passe ici. Alors, pour le Soleil, ça peut être quelque chose du type de 9-8 milliards d'années. Bon, après, qu'est-ce qui va passer? À un moment donné, l'hydrogène dans les noyaux se terminera. On a transformé tout l'hydrogène en hélium. Donc,
Ce qui se passe est que l'étoile essaie de continuer à trouver une source d'énergie, donc il passe le brûlement de l'hydrogène dans une couche qui n'est pas plus centrale, mais un peu extérieure, donc une couche d'hydrogène extérieure. Et à ce moment-là, il y a une expansion de l'étoile et une augmentation de la luminosité. Et voilà, ici, l'étoile passe, devient un géant rouge. Il a le noyau est inerte, il est que de l'hélium, il n'y a rien qui se passe. Et finalement, l'énergie est donnée par l'hydrogène qui brûle dans une couche extérieure. Et donc ça, cette configuration avec un rayon très large. Bon, évidemment, l'histoire est différente si l'étoile est plus massive. La transition de la séquence principale au géant est plus abrupte. Il passe à différentes températures. Bon, finalement, là, il y a une histoire très compliquée que bon, si vous posez les questions, je vais vous donner des détails, qu'est-ce qui se passe ici. Mais finalement, la fin de la vie du Soleil, comme j'ai dit avant, est déterminée comme naine blanche. Donc, une masse, il va perdre beaucoup de cette masse extérieure, et il restera le noyau qui est inerte, et ce sera fait de hélium. Et donc, il y aura plus de réactions nucléaires, donc il va se refroidir très, très lentement au cours de millions d'années. Donc, alors, le problème est, ici, je dis un peu rapidement, l'étoile se forme ici, etc. Essayons de voir un peu plus de près qu'est-ce qui va passer pour la formation des étoiles. Donc, le moteur principal de ce processus, c'est évidemment la gravitation. Il faut une condensation initiale qui permet au matériel, au gaz, de se concentrer sur un certain noyau. Et évidemment, l'histoire est un peu différente si l'étoile est massive, selon la masse de l'étoile. Et maintenant, j'introduis un concept très important. Tous les détails de la vie de l'étoile dépendent de sa masse. C'est la principale variable qui va déterminer les propriétés de cette étoile. Donc, on observe dans l'univers des nuages moléculaires. Pourquoi on l'appelle moléculaire? Parce qu'ils sont très denses. On observe des molécules, même très complexes, même de l'alcool, par exemple. Et qui ont la propriété d'avoir une densité suffisante pour engendrer cet effondrement des étoiles. Les nuages moléculaires sont très froids, on parle de 40-80 degrés Kelvin, et ils ont une densité qui c'est très, très faible apparemment par rapport à ce qu'il y a sur Terre, 1100 particules par centimètre cube. Si nous étions au milieu de ce type-là, tout le monde sera asphyxié, évidemment. Mais dans l'univers, c'est un moyen relativement dense. Et donc, ces nuages ont des masses très grandes, qui peuvent être de 10 000, 100 000 masses solaires, donc ils ne vont pas former une étoile. Donc, évidemment, à un moment donné, ces nuages est susceptible de se fragmenter et former des étoiles de masse entre 0,5 et 100 masses solaires, grosso modo. Et voilà. Et donc, il y a ce processus de contraction, fragmentation, pour faire toutes les différentes masses, et après, chaque fragment arrive à son point d'équilibre une fois qu'il arrive à déclencher les réactions nucléaires. Alors, un concept important, je dis, ça semble simple, mais c'est important. À fur et à mesure que je comprime les gaz, la température du gaz augmente. Vous avez l'habitude, si vous devez pomper un vélo, les roues d'un vélo, la pompe chauffe. Pourquoi? Parce que vous comprimez l'air. Bon, alors, l'augmentation de température augmente la pression.
c'est évident. Donc, sa pression peut avoir vocation à arrêter l'effondrement gravitationnel, et je ne forme pas l'étoile. Alors, il faut, pour continuer l'effondrement gravitationnel, refroidir le gaz. Si je ne refroidis pas le gaz, je ne peux pas former l'étoile. Et en moyenne, alors je vais un peu tricher, je vais revenir sur ça. Un moyen typique pour refroidir le gaz, c'est parmi les raies atomiques des atomes qui sont présents dans les gaz. Imaginez que vous avez un atome, je ne sais pas, de carbone, et par collision, le gaz est chaud, donc les particules ont une certaine température, ils choquent, et cette choc arrive à faire passer un électron d'un des atomes sur un niveau excité. Bon, qu'est-ce qui se va passer? Après un certain temps, il y a plus de choc, cet électron va tomber à un niveau fondamental. Et en faisant ça, il va émettre un photon. Bon, cet photon va partir de la nuage, il apporte son énergie avec soi, et il est absorbé par rien. Donc, c'est un moyen puissant pour refroidir les gaz. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle excitation collisionnelle d'excitation radiative. C'est le principal moyen pour garder les gaz froids. Alors, je dis qu'il faut refroidir les gaz. Évidemment, il y a des limites, parce que ça dépend de la masse de la nuage. Si la masse est très, très grande, finalement, la gravitation l'emporte, et même si le gaz chauffe, la pression de température n'est pas suffisante pour arrêter. Donc, je peux toujours former des nuages, des étoiles très massives. Quelques éléments sur la fusion nucléaire. Je pars avec des protons, j'ajoute plusieurs protons, quelqu'un devient un neutron, et par capture d'un électron, etc. Et je termine avec 2 protons et 2 neutrons, c'est l'hélium 4. La chose importante est que ceci est le mécanisme principal pour les étoiles qui sont sur la séquence principale. La fusion de l'hydrogène, il y a un autre mécanisme, mais une chose importante est que les étoiles les plus massives sont aussi les étoiles plus gourmandes d'énergie. Je vais vous démontrer ça. Et ce fait peut être compris comme ça. Vous voyez ici ce diagramme, il y a le logarithme de la masse de l'étoile en unité de masse solaire. Donc, 0 est la masse solaire. Ici, il y a l'âge de l'étoile, la vie de l'étoile, qui correspond à la vie de la séquence principale. Tous les autres parties de la vie, G1, etc., sont de tout petits, de phases très rapides par rapport à la vie. Et vous voyez qu'une étoile du Soleil, ça fait, alors je me suis trompé, ça fait 10 milliards d'années. Et c'est l'étoile un peu moins massive du Soleil, ce sera sa vie est plus longue de la vie de l'univers. Quand je fusionne l'hydrogène, j'ai aussi un autre mécanisme, la chaîne CNO. Donc, j'utilise des noyaux de carbone, d'azote, d'oxygène, bref, comme catalyste, si vous voulez. Bref, le résultat est d'arriver à la fusion, mais je ne produis pas de carbone, azote, oxygène. Alors, globalement, l'abondance, le nombre de noyaux de carbone, azote, oxygène est exactement le même qu'au début. C'est seulement un peu de remélange, de redistribution entre eux. Voilà. Et la question est que les 2 processus, il arrive tous les 2 processus dans chaque étoile, mais le processus, la dépendance, l'efficacité du processus est beaucoup plus élevée par les cycles CNO si la température est très élevée. Donc, pour ceci est la température centrale, dans le Soleil, c'est plus ou moins un tiers de l'énergie est fournie par le cycle CNO, et le reste pour le cycle proton-proton. Voilà. Donc, alors, je suis déjà venu sur cet aspect-là. Je m'excuse pour les chimistes parmi vous, s'il y en a. Les astronomes sont très
très peu précis, donc ils appellent métaux, pas ce que les chimistes appellent métaux, mais n'importe quel élément qui ne soit hydrogène et hélium. Tout le reste, c'est des métaux. Et donc, j'ai déjà dit que l'hélium a été formé au temps du Big Bang, donc quand l'univers était très, très chaud et dense, et tous les autres éléments ont été formés ailleurs. La majorité de ces éléments ont été formés dans les étoiles. Et comment on fait pour produire des métaux? Bon, on a besoin de fusionner plusieurs noyaux. Ici, vous avez la réaction triple alpha. Donc, vous avez besoin de fusionner 3 noyaux de hélium et vous terminez avec un noyau de carbone. Et vous produisez évidemment du rayon gamma, etc. Donc, la majorité des étoiles fabriquent ces métaux dans leur intérieur. Le Soleil, aujourd'hui, est en train de fabriquer de l'hélium dans le centre. Donc, voilà, je vais déjà dit qu'à fur et à mesure que l'hydrogène est terminé au centre, le brûlement se déplace sur une couche extérieure. Mais prenons maintenant l'exemple d'une étoile très massive, 20 masses solaires, 30 masses solaires. À fur et à mesure de sa vie, elle va terminer bientôt aussi l'hydrogène dans les couches extérieures. Et donc la masse sera suffisamment élevée, que la température sera suffisamment élevée qu'à un moment donné, au centre de l'étoile, on pourra déclencher la réaction 3 alpha et fusionner l'hélium pour faire du carbone. Et après, l'hélium va se terminer, etc. Bon, on s'arrange. Si l'étoile est suffisamment massive, on comprime encore, on élève la température, on va brûler le silicium, etc., etc. Et on va brûler au fur et à mesure des éléments beaucoup plus lourds en fusion jusqu'à arriver au fer. Donc, dans les phases finales de la vie d'une étoile très massive, elle va avoir cette structure à oignon. Elle sera différentes couches où on forme on a des brûlements nucléaires de différents niveaux, les plus lourds au fond et les plus légers au sommet. Donc, voilà. Voilà. La chose intéressante est qu'à un moment donné, l'étoile arrive à former un noyau de fer, et là, on ne peut plus gagner, parce que l'énergie de liaison du nucléus de fer est maximale. Donc, si vous prenez un élément qui est un peu plus lourd que le Soleil, disons les zinc, les protons sont moins fortement liés que dans le Soleil. Donc, si vous fusionnez, si vous ajoutez 4 protons à un noyau de fer pour faire du zinc, vous ne gagnez pas de l'énergie, vous en perdez. Donc, ce n'est pas ça le moyen pour former les éléments plus lourds, on peut revenir, mais ce qui va se passer dans l'étoile, c'est quelque chose de très, très dramatique, parce que d'un coup, au centre son centre, au lieu de se trouver une source d'énergie, elle se trouve un puits d'énergie, un mécanisme qui absorbe l'énergie. Donc, très rapidement, on va avoir une décroissance de pression qui engendrera un effondrement. Après, il y a un mécanisme pas très bien compris, les étoiles rebondissent et finalement explosent. Alors, cette explosion est fondamentale dans l'évolution de l'univers. Pourquoi? Pour que ça me permet de disperser dans le milieu interstellaire tous les métaux qui ont été formés dans la vie de l'étoile. Alors qu'une étoile de petite masse comme le Soleil, qui termine sa vie comme naine blanche, ne contribue pas à l'enrichissement chimique de l'univers. Voilà. Donc, voilà. Alors, je crois avoir donné un peu l'idée que, étant qu'on part de la vie de l'univers, à fur et à mesure que le temps passe, à partir du Big Bang, les contenus d'éléments lourds, que ce soit fer, que ce soit oxygène, augmentent. Donc, il y a une évolution chimique de l'univers. L'univers est parti d'une composition chimique très simple,
et après, il se complexifie grâce à ces éléments qui sont formés par les étoiles et éjectés ces explosions stellaires qui s'appellent supernovas. Et donc, moi, je peux poser la question, quelle est la distribution des métaux dans l'univers? Donc, ici, je peux regarder ce l'histogramme de quelque chose qu'on appelle la métallicité. Ici, il y a le fer, essentiellement, c'est le logarithme de l'abondance de fer par rapport comparé à l'abondance du Soleil. Donc, 0, c'est le Soleil. Et à fur et à mesure, moins 3, ça veut dire que j'ai 1 millième des atomes de fer que j'ai dans le Soleil. Donc, ces étoiles-là ont été formées quand la galaxie, dans notre cas, était beaucoup moins enrichie en métaux qu'aujourd'hui. Donc, je me pose la question, je dis, qu'est-ce qu'est la distribution de ces métaux? Et voilà, vous voyez que vous trouvez apparemment en coupure une certaine métallicité. Et donc, il y a des théories qui disent, oui, évidemment, vous ne pouvez pas former des étoiles de n'importe quelle métallicité, parce que vous n'avez pas assez de métaux pour refroidir le gaz. Est-ce que c'est vrai? L'autre façon de regarder ça, c'est de regarder des galaxies loin. Ici, j'ai plus ou moins la même mesure, quelque chose, ici c'est du zinc, mais grosso modo, zinc, fer, ça dépend de qu'est-ce que l'élément le plus facile à mesurer. Ici, j'ai le redshift de la galaxie. Donc, vous voyez, ici, c'est déjà redshift 2, ici c'est 3. Donc, c'est des galaxies assez loin. Et vous voyez qu'en moyenne, à fur et à mesure que j'augmente le redshift, je vais plus loin, je remonte dans le temps, dans la vie de l'univers, et je trouve de moins en moins de métaux. Alors, ici, il y a ce concept que je répète. Si une étoile de très petite masse était formée juste après le Big Bang, elle sera vivante aujourd'hui, parce que sa vie est vraiment très longue. Alors, la question est, est-ce qu'on connaît des étoiles comme ça? Pas aujourd'hui. Alors, peut-être ces étoiles n'existent pas, mais est-ce qu'on a bien cherché? Alors, la question est, pour chercher ces étoiles, il s'agit vraiment de chercher en aiguille dans une botte de foin. Donc, vous avez à trouver un inventaire des moyens particuliers. Apparemment, toutes les étoiles sont les mêmes. Ils ont des températures différentes, des couleurs différentes. Mais, si vous regardez leur spectre, les spectres de rayons d'absorption, il y a certes qu'ils ont vraiment des rayons d'absorption très, très faibles. Et donc, si vous faites une recherche de ce type-là, finalement, vous arrivez à trouver certains objets, comme celui-là, qui, au jour d'aujourd'hui, c'est l'objet record à plus faible métallicité connue. Et cette métallicité est à peu près 10-5. Donc, un 5 millième de contenu métallique du Soleil. Donc, on sait que ça existe, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, voilà, cette étoile est suffisamment et pratiquement faite d'hydrogène et hélium. Un tout petit partie de son composition chimique est fait du métal. Donc, c'est une étoile très primordiale. Pour comparaison, je vais déjà pointer au calcium. Vous voyez la faiblesse de ces durées du calcium dans le spectre par rapport. Vous voyez alors, ce sera ces deux-là, je crois. Ceci, c'est le spectre du Soleil. Voilà. Donc, c'est une étoile tout à fait normale et pas forcément particulière, mais très faible métallicité. Donc, ça veut dire que cette coupure que je veux montrer dans la distribution de métallicité, ce n'est pas effectivement avéré, c'est simplement un effet du fait que de la statistique pas suffisante. Donc, la question, là, l'intérêt de cette étoile particulière est qu'il y avait une théorie selon laquelle, pour refroidir les gaz et former des étoiles de petite masse, il fallait une certaine quantité de carbone-oxygène. Ici, vous avez une mesure disons, on mélange le carbone-oxygène, disait il faut, pour former une étoile, il faut être au-dessus de ça. Et toutes les étoiles qu'on connaissait étaient là. Donc, il y avait une zone interdite. Et voilà où on trouve l'étoile. Donc, ce n'est pas ça. Donc, ça ne marche pas. Au moins, pas pour cette étoile. Alors, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a des autres moyens pour refroidir les gaz, notamment si j'ai de la poussière.
La poussière peut être beaucoup plus efficace que parce qu'elle absorbe l'ultraviolet et émet dans les lois infrarouges. Voilà. Donc, je vais faire rapidement un tout petit résumé de ce que je vais essayer de vous raconter. Donc, l'univers part du Big Bang. À un moment donné, il y a la recombination. Voilà l'image du Planck. Ici, l'univers est fait que de hydrogène et hélium. À un moment donné, il commence à former les premières étoiles, à peu près 200 milliards d'années après le Big Bang. Le refroidissement est très inefficace, donc probablement les étoiles étaient très massives. Comme je dis, si l'étoile est très massive, je peux effondre la masse, même si je n'ai pas des moyens de refroidir. Très rapidement, ces étoiles sont très massives, donc leur vie est très, très courte. Donc très rapidement, ces étoiles effondrent, explosent comme supernovas et vont enrichir le milieu interstellaire. Et ceci va se passer dans une dizaine de millions d'années, très rapidement. Donc, à ce moment-là, je peux former une deuxième génération d'étoiles. Sûrement, je peux continuer à former des étoiles massives, pas de problème. Mais, à un moment donné, je peux former des étoiles de petite masse, qui ont une durée de vie à peu près de l'âge de l'univers. Après, je continue ce processus, etc. L'univers continue à évoluer, je forme le Soleil, il y a des autres moyens dans les phases finales qui puissent enrichir, ce n'est pas seulement les supernovas qui peuvent enrichir le milieu interstellaire, il y a des autres moyens, mais la question fondamentale est, dans cette première génération, à quel moment je peux former les premières petites étoiles, les premières étoiles de petite masse, plus ou moins comme le Soleil. Donc, quelle est la métallicité critique au-dessus de laquelle je ne peux pas former des étoiles? Et quelle est la composition chimique de ces étoiles de deuxième génération? Parce que la composition chimique est les résultats de l'évolution de la première génération d'étoiles. Donc, si j'observe la deuxième génération d'étoiles, je peux avoir des informations sur les propriétés de la première génération d'étoiles, leur masse, leur rôle dans la réionisation de l'univers, etc. Bon, là, il y a un petit point sur les abondances de lithium que je ne veux pas aborder. Et finalement, je veux voir quelle est la fraction des étoiles qui sont carbonées. Pourquoi? Parce que je veux comprendre qu'il y a, maintenant on comprend très bien qu'il y a deux mécanismes de formation des étoiles primordiales, soit le refroidissement est par ray atomique, carbone-oxygène, soit c'est de la poussière. Alors, quelle est la balance entre les deux mécanismes? Donc, je veux avoir les census complets et savoir quel est le rapport entre les étoiles carbonées et les étoiles normales. La recherche continue, donc est très active. Nous avons un groupe ici à l'Observatoire de Paris qui est très actif et qui met en recherche très vigoureux, mais il y a aussi beaucoup d'autres groupes dans le monde. Donc, à un moment donné, on a l'espoir de définir quelle est cette métallicité critique. Là, ce petit film donne l'orbite qu'on a calculée pour cette étoile, l'orbite galactique. Vous voyez qu'elle passe très très proche du centre de la galaxie. Très très proche, ça veut dire 2 km par sec. C'est une orbite très inclinée et très elliptique. Voilà, merci beaucoup.